Soyez prêts et asseyez-vous confortablement car ce matin, nous vous proposons une émission spéciale consacrée aux droits des femmes et à l'égalité de genre. Alors que nous célébrons les 30 ans de la conférence historique de Beijing, 3 décennies après cet événement fondateur, il est essentiel de nous faire le point. Où en sommes-nous aujourd'hui? Quels défis restent à relever et quelles avancées ont été accomplies, notamment à travers les conclusions de la 69e session de la Commission de la condition de la femme, le CSW 69, qui s'est tenu récemment à New York. Pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir mes 3 invités de marque sur ce plateau ce matin. Nous allons commencer par Madame Hélène Diallo, responsable des programmes du Club des jeunes filles leaders de Guinée, qui œuvre au quotidien pour l'autonomisation des filles et la promotion de leurs droits. Ensuite, nous avons à ma gauche Madame Anne-Marie Touré, chef du service genre et équité au ministère du Budget, pour nous éclairer sur les conditions publiques et les dispositifs budgétaires sensibles au genre dans notre pays. Et enfin, Monsieur Francesco Galtieri, qu'on se dit bien sûr, alors qui est le représentant du Fonds des Nations Unies pour la population, UNFPA, partenaire stratégique des États dans la promotion de la santé reproductive et des droits des femmes. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation ce matin. Nous allons ensemble analyser les acquis de ces 30 dernières années, débattre les recommandations issues de la CSW 69 et surtout envisager les perspectives pour bâtir des sociétés plus inclusives et équitables. Rejoignez-nous sur toutes nos plateformes digitales, Facebook Live et YouTube Live, sur TikTok également, sur notre site web le www.kadifm.com. Si vous nous suivez via votre poste radio, nous sommes sur la 101.9. Asseyez-vous confortablement car c'est tout de suite à l'antenne juste après le générique. Avant tout juste de passer la parole à nos 3 invités aujourd'hui sur ce plateau, je vais faire un petit récapitulatif sur les faits, un rappel sur la conférence de Beijing. La 4e conférence mondiale sur les femmes s'est tenue du 4 au 15 septembre 1995 à Beijing en Chine, sous l'égide des Nations Unies. Elle a rassemblé aussi plus de 17 000 délégués officiels et près de 30 000 militants et ONG. Venus du monde entier, cette conférence reste aujourd'hui un événement historique, majeur dans la lutte pour les droits des femmes et l'égalité de genre. Son objectif principal était de dresser un bilan des avancées depuis des décennies, bien sûr, les présentants en conférence et de définir un cadre d'action concret pour atteindre l'égalité des sexes et renforcer l'autonomisation des femmes dans tous les domaines de la vie. Le résultat phare de cette conférence fut l'adoption de la déclaration de programme d'action de Beijing, considérée aujourd'hui encore comme l'un des plans les plus complets pour promouvoir les droits des femmes à l'échelle mondiale. Les 12 domaines critiques d'action de Beijing ont été identifiés. 1. La pauvreté, l'éducation et la formation, la santé, la violence à l'égard des femmes, les conflits armés, l'économie, le pouvoir de la prise de décision, le mécanisme institutionnel de promotion des femmes, les droits fondamentaux des femmes, les médias, l'environnement et les petites filles. Chaque domaine comportait des recommandations et des objectifs à atteindre pour garantir aux femmes des droits égaux et des opportunités équitables dans toutes les sphères de la société. Beijing, c'est donc un rappel à l'engagement politique, des actions concrètes pour l'autonomisation des femmes, la reconnaissance universelle que le progrès des sociétés passe nécessairement par l'égalité entre femmes et hommes. Cette 69e session de la cérémonie, Commission de la condition de la femme en 2025 a coïncidé donc aux 30 ans de la conférence de Beijing en 95. Donc, tous ces rappels-là, c'est pour, en quelque sorte, rafraîchir la mémoire à certaines personnes et surtout passer cette information, cette grandiose information à certaines personnes aussi qui ne savaient pas. Juste après le générique, nous allons commencer avec les questionnaires. Chers
téléspectateurs, auditeurs, auditrices, nous avons sur ce plateau nos 3 invités phares. Bonjour Madame Touré. Bonjour, vous allez bien? Madame Ben. Oui. Enchantée. J'espère que vous allez bien. Très bien. Merci. Bienvenue sur Crédit FM. Merci Bonjour, beaucoup et merci pour l'invitation. Merci. Bonjour à vous et à votre public. Super. Bonjour Madame Hélène. Bonjour. Vous allez bien? Bonjour, oui, ça va très bien. Merci. En forme, hein? Ouais, Super. Super. Alors, vous revenez tous de la 69e session de la Commission de la condition de la femme à New York précisément. Pouvez-vous nous parler, je vais commencer par Madame Touré, pouvez-vous nous parler de votre première impression générale sur cette session? Et cette session de la 69e session a été vraiment une réussite totale pour la participation de la Guinée qui est politique et en même temps stratégique. Mais j'espère que avec le parcours, parce que en 2022, j'ai assisté à la 66e, j'ai assisté à la 68e, mais cette 69e est vraiment une particularité vraiment qui impacte vraiment les conditions des femmes dans notre pays. Le flambeau a été porté par Madame la ministre de la promotion féminine qui était à la tête de la délégation. Et cette fois-ci, il y a eu 81 participants au compte de la Guinée. Il y avait 4 hommes et 77 femmes. Tout structures confondues, c'est-à-dire il y a eu 19 chefs service genre équité cette fois-ci. Pour vous dire que franchement, le gouvernement guinéen est vraiment prêt à accompagner les femmes. En plus, cette fois-ci, après 10 ans, la Guinée a pu organiser un panel. Après 10 ans, imaginez-vous. Cette 69e, une particularité première, la Guinée a fait un panel. Et après ce panel, Madame la ministre a restitué à son arrivée au pays, elle a restitué une première aussi. Super. Donc, je pense que la 69e session s'est très bien passée pour notre pays. Merci à vous, Monsieur Francis. Je pense que, tel que Madame Touré l'a dit, la participation de la Guinée, sans doute, était une participation très enthousiaste avec une délégation qui représentait bien aussi la société guinéenne. J'aime bien votre accent italien. Merci. Il faut jamais perdre ses origines. Bien sûr. Ni perdre son identité. Donc, je pense pour la délégation guinéenne, c'était un moment très positif. Cependant, il faut relever que l'atmosphère cette année au niveau global était un peu différente que dans les années précédentes. Parce que on a, lors des négociations qui normalement précèdent la session formelle, des négociations qui mènent à la formulation d'une déclaration politique qui souvent est adoptée à l'unanimité par les pays membres de l'ONU. Cette année, il y a eu plus de difficultés à garder des références à des droits et des objectifs qui semblaient être acquis depuis 30 ans. Notamment autour des questions de santé sexuelle et reproductive, notamment autour des questions d'égalité de genre. Donc, ce n'est pas à tout moment que l'atmosphère était si sereine et joviale que dans le passé. Cependant, je pense que la CSW représente toujours un moment de rencontre, surtout entre les militantes, les activistes, les gouvernements, les médias. Donc, c'est vraiment un événement coloré, flamboyant et plein d'énergie positive. C'est ça. À vous, Madame Hélène. Alors, d'abord, je précise que c'est ma première fois de participer réellement à la CSW. Mais toutefois, en fait, j'ai été marquée par l'engagement de façon générale parce que cette année, tel qu'ils l'ont dit, certes, c'est ma première fois, mais j'ai senti que cette année, en fait, toutes les militantes, tous les activistes, tous les jeunes qui sont venus cette année, en fait, sont venus avec des objectifs bien éclairés. C'est-à-dire que cette fois-ci, on n'est pas venu pour faire des discours. Cette fois-ci, en fait, on est venu pour demander qu'on passe maintenant à l'action. Et c'est ce qui résonnait, en fait, dans tous les couloirs. Beaucoup de discours, il est temps maintenant d'agir, il est temps maintenant de passer à l'action. Et c'est pourquoi, en fait, la particularité de cette année, pour moi,
c'était comme si c'était une forme de renaissance, non seulement chez les jeunes que nous sommes, mais également en fait pour toutes ces femmes qui sont parties porter la voix des autres femmes qui n'ont pas pu y aller. Donc je peux dire en fait que ça a été vraiment un moment très enrichissant, un moment d'engagement, un moment plein de partage d'expériences, mais surtout un moment où on a pu réellement pousser les dirigeants, les partenaires, tout le monde en fait à maintenant agir parce que c'est bon maintenant pour les discours. C'est bon. Alors, 30 ans après Beijing, pensez-vous que les engagements ont été tenus, madame? Et bien sûr, la Guinée, on a eu des progrès. La Guinée a progressé sur les questions de genre parce que nous avons un ministère qui est tout entier dédié à la promotion de la femme, de l'enfance et des personnes vulnérables. Nous avons la création des services genre et équité dans les différents départements sectoriels. Et parmi ces services genre et équité, nous avons 2 qui sont régis en direction, c'est-à-dire la direction nationale du genre du ministère de la Défense, la direction nationale du genre du ministère de la Sécurité. Je pense que c'est une avancée qu'il faut vraiment applaudir pour le gouvernement. Aussi, nous avons les financements. L'État accompagne franchement les activités des femmes. Nous avons la création de l'OPROGEM. Nous avons la création comme on appelle, des centres d'écoute. Nous avons la création du centre d'autonomisation économique des femmes. Nous avons la création du FAEF. C'est un fonds c'est le fonds pour l'autonomisation économique des femmes aussi, qui est au sein du ministère de la promotion féminine. Nous avons un accompagnement, le président de la République personnellement en 2022, il a accompagné 300 groupements féminins. C'est pour vous dire que la Guinée avance, particulièrement quand je prends le ministère du budget où j'appartiens. Aujourd'hui, vous avez 17% de la nomination des femmes DAF et SAF dans les différents départements sectoriels. Et particulièrement aussi, il y a mon ministre qui a pris un engagement pour prendre les stagiaires que des femmes. Aujourd'hui, à la tête du ministère de la Direction générale des impôts, vous avez une femme qui est à la tête. C'est pour vous dire que le genre est en train de progresser vraiment dans notre pays, malgré qu'on a certains obstacles, mais il y a des avancées, franchement, qu'on doit applaudir et remercier nos gouvernements. Super, et surtout avec la forte représentation des femmes. Oui, vous voyez, 77 femmes. Bien sûr. Vous voyez. Ah, Monsieur Francisco, est-ce que ça a eu des avancées Alors, si votre question c'est s'il y a eu des avancées, la réponse est oui. Si votre question c'est est-ce que les gouvernements ont tenu leur engagement, la réponse est bien évidemment non. Parce que quand on regarde les objectifs que déjà les 189 États à ce moment-là, aujourd'hui 193 États membres de l'ONU, les objectifs qui ont été donnés, ainsi que ceux qui ont été rénovés comme engagement dans le cadre de l'agenda 2030, malheureusement, on est bien loin d'avoir atteint les résultats qui ont été donnés. Et peut-être tout à l'heure, on reviendra sur les projections de combien d'années il faudra pour que l'égalité soit atteinte. Donc, je pense qu'il ne faut pas, en fait, il faut prendre les avancées qui sont très positives comme des leviers d'accélération. On ne peut pas se contenter de la vitesse de croisière que nos pays, l'ensemble de nos pays dans le monde entier ont gardé jusqu'à présent. Quand vous pensez que les femmes représentent les 52 et bientôt peut-être que le nouveau recensement général de la population va nous remarquer un 53% de la population qui sont des femmes, on se demande pourquoi il faut se contenter du 17%, du 20%. Ça, bien évidemment, ce n'est pas égalitaire parce qu'il doit y avoir, tel que Mme Touré disait tout à l'heure, des obstacles quelque part si la représentation dans les différents domaines n'arrive pas à s'approcher. Il ne reste que s'approcher à la composition démographique de la population dans le cas de la Guinée, mais c'est la même chose dans la plus grande partie des pays dans le monde entier. Donc, il faut continuer à s'interroger quels sont les obstacles, mais surtout, qu'est-ce qui a fait que ces obstacles n'ont pas pu être dépassés malgré les investissements très conséquents, les investissements financiers très conséquents que les États ont fait depuis Pékin et bien avant. D'accord.
Et de votre côté, hein, vous défendez la société civile. Est-ce qu'il y a eu des avancées? Eh bien, je dirais que oui. On peut dire qu'il y a eu quelques avancées. Bon, peu importe la petite victoire, il faut quand même la célébrer. Et donc, on peut dire oui qu'il y a eu quelques avancées. Par exemple, quand on prend pour le cas des mutilations génitales féminines, bien que ça soit aujourd'hui un fléau qui continue encore à persister dans notre société, on peut dire que de passer de 98% jusqu'à 95% en 2018, je me dis en fait qu'il y a eu beaucoup de progrès. Quand on prend aujourd'hui en Guinée, avant, il n'y avait pas des dispositions juridiques qui protégeaient les droits des femmes. Aujourd'hui, il y en a, même si après l'application de ces textes-là reste encore un peu bancal, reste encore bancal dans notre pays. Il faut aussi reconnaître qu'aujourd'hui, il y a des centres d'écoute, d'accord? Il faut reconnaître aussi qu'aujourd'hui, les femmes s'affirme. Ce n'est plus comme dans les années passées où la femme elle ne s'affirmait pas, où les jeunes filles en fait se contentaient du peu qu'on leur montrait. Aujourd'hui, on est là, on réclame nos droits. Donc, ne serait-ce que pour ça, on peut dire que oui, il y a des petites avancées, mais c'est très lent par rapport à ce que nous voulons, c'est très lent par rapport aux différents objectifs que nous voulons vraiment atteindre, c'est très lent encore et on espère bien sûr qu'avec tous les engagements que notre pays a pris au niveau national et au niveau international, en fait, que plus tard on pourra vraiment atteindre les objectifs qu'on s'est fixés, mais que plus tard ne soit pas trop tard, en fait. Au minimum dans quelques années, moi je peux même dire dans 5 ans, il faudrait quand même qu'on voit en fait des résultats beaucoup plus palpables que ceux qu'on a actuellement. C'est ça. Alors, nous allons aller avec des questions plus spécifiques à vous dans chacun de vos domaines. On va commencer par Monsieur Francisco. Donc, juste après le générique, vous allez nous parler de l'UNFPA. Tout à l'heure. Alors, on le disait tout à l'heure, hein, nous sommes dans cette émission spéciale aujourd'hui. Donc, nous allons voir le représentant de l'UNFPA, Monsieur Francisco Galtieri. Je le dis en accent italien. Oui, un joli nom. Un joli nom. Un joli nom. Alors, c'est quoi l'UNFPA? Alors, tout juste pour dire, si c'était l'accent italien, ça serait Galtieri. Galtieri. Voilà. Je m'y mets. L'UNFPA, le Fonds des Nations Unies pour la population, est l'agence des Nations Unies qui accompagne les efforts des États pour rendre la santé sexuelle et reproductive et les droits de santé sexuelle et reproductive une réalité pour chaque femme et fille dans tous les pays du monde. En fait, moi, je me dis souvent qu'on est l'agence qui s'occupe des événements au quotidien des femmes, des garçons, de la population. Donc, on commence par ceux qui ont dit on est l'agence qui voudrait voir un monde dans lequel chaque grossesse est désirée, chaque accouchement est accompagné par des professionnels de santé et le potentiel de chaque jeune personne, garçon ou fille, soit complètement accompli grâce à un accès aux opportunités. Pourquoi? Parce qu'en fait, tout le monde, le parcours dans la vie de nous tous et toutes a commencé le moment où on était accouchés. Et je dis souvent, et j'espère que nos mamans aient survécu à cet accouchement, ce qui n'est malheureusement pas une réalité pour tout le monde. Si on pense aujourd'hui encore, 6 femmes meurent chaque jour ici en Guinée en donnant la vie. Donc, on est l'agence qui essaye vraiment de rendre le parcours d'une vie heureux dès le premier jour, le moment où la maman et son bébé vont commencer leur chemin de vie ensemble. Mais on est aussi l'agence qui tient à que chaque femme et fille puisse décider de son autonomie corporelle. C'est-à-dire que la décision de si, à quel moment, combien d'enfants avoir, qu'elle soit une décision partagée avec le partenaire, mais qui écoute surtout le besoin de la femme en termes de santé, de préservation, de parcours, d'épanouissement personnel. Et bien sûr, cela demande l'élimination de toute forme de violence faite aux femmes, que ça soit des violences économiques, psychologiques, physiques, sexuelles. Donc vraiment, on essaye à travers, si vous voulez, la perspective du bien-être de la femme et de la fille à chaque jour,
d'accompagner les gouvernements, les acteurs de la société civile à rendre ces propos une réalité dans la vie de chacune des femmes et filles d'un pays, avec un fort sens de responsabilité de la part des garçons et des hommes. On dit souvent que nos sociétés sont des sociétés patriarcales, mais on sait aussi, quand on regarde les bébés et les petits-enfants jouer, que à cet âge-là, il n'y a aucune lentille appliquée à la façon de percevoir sa petite sœur, sa cousine, sa voisine. Donc, à quel moment on commence, à travers des enseignements et une éducation biaisée, on commence à apprendre aux jeunes garçons qu'il y a que c'est juste que ta sœur mette la table et enlève la table alors que toi t'es assis ou tu pars jouer au foot sans donner un coup de main à ta maman, etc. Il y a à un moment donné une programmation qui fait défaut, comme dans les ordinateurs, n'est-ce pas? Voilà, il y a un bug qui s'introduit. Voilà. Et donc avec UNFPA, on travaille sur ça, bien sûr. Notre travail est adapté à la composition démographique des pays. Par exemple, dans des pays comme les pays d'Asie du Sud, qui en ce moment font face à un vieillissement de la population, on s'occupe beaucoup plus de personnes âgées par rapport à un pays comme la Guinée où le 77% de la population est en moins que 35 ans, on s'occupe beaucoup plus de la jeunesse. Donc, on ajuste vraiment nos programmes et nos accompagnements au gouvernement et à la société civile aux besoins de la population. C'est pour cela qu'on s'appelle le Fonds des Nations Unies pour la population. Mais on a cette attention principale à la santé maternelle et aux droits des femmes et filles parce que au sein de la population, les femmes et filles, et surtout les aspects de santé maternelle et autonomie corporelle, restent les aspects de la vie quotidienne auxquels on fait face au plus de difficultés au sein de nos communautés. Alors, quelles ont été les priorités de l'UNFPA à cette session, notamment pour l'Afrique de l'Ouest? Alors, pour l'Afrique de l'Ouest, on s'est focalisé surtout sur le besoin d'accompagner les acteurs étatiques et de la société civile dans leurs efforts d'accélération des acquis. La région d'Afrique de l'Ouest reste la région malheureusement faisant face aux pires indicateurs en matière surtout de santé sexuelle et reproductive, de taux de scolarisation des femmes et filles, et par conséquent, la pauvreté est un phénomène très féminin encore en Afrique de l'Ouest. L'autonomisation économique reste pas encore égalitaire, et cela fait que la femme subit encore les décisions d'une société patriarcale ou quand même à conduite masculine. Et donc, on a voulu vraiment relancer le besoin de renforcer les mouvements civiques, mais aussi les mouvements au sein des administrations gouvernementales, tels que le mouvement représenté par les services genre et équité, qui dans certains ministères, Madame Touré nous rappelait, a pris même, disons, l'envergure d'une direction générale. Voilà, mais même quand je parle aux collègues de Madame Touré dans les différents ministères, elle représente un mouvement au sein de l'administration publique guinéenne. Et donc, vraiment, ce besoin d'accélération, c'était un de nos objectifs. Le deuxième objectif, c'était l'objectif de préserver l'agenda des droits des femmes tel qu'était. Je vous mentionnais tout à l'heure un peu les difficultés du parcours de négociation de la déclaration politique, parce que il y a eu un certain nombre d'États membres qui ont voulu essayer d'enlever certains engagements qui avaient été, par contre, avaient fait partie d'approbation dans les années passées, notamment autour des droits à la santé sexuelle et reproductive, notamment autour des questions, disons, d'égalité des sexes, parce que on a voulu essayer seulement se focaliser un peu sur l'éducation et sur l'autonomisation économique, mettre un peu de côté les aspects sur la santé, parce que bien sûr, quand on rentre dans la santé, il faut aussi toucher à des sujets sensibles, un peu intimes. Mais il ne faut pas accompagner ou accommoder ces formes de recul. Et troisièmement, tout cela doit venir avec, disons, ce que les anglophones disent, mettre l'argent là où notre bouche va. C'est-à-dire, si on prend des engagements, il faut financer les engagements. Et donc, vraiment, ces trois aspects. Relancer des mouvements,
éviter tout recul sur les engagements politiques et publics et en même temps assurer un investissement conséquent et proportionnel dans le capital humain que les femmes représentent. Et c'est pour cela que personnellement, mais aussi UNFPA au niveau global, s'est réjoui du choix de la Guinée de focaliser son événement sur l'importance d'investir dans les femmes et filles comme capital humain et levier de la société guinéenne. Super. Alors, lors de la conférence le 17 mars, vous avez organisé un événement sur la thématique vers la réalisation du programme d'action de Beijing en Afrique de l'Ouest. Un rappel à une action transformatrice, à des partenariats stratégiques et à la création de mouvements en Gambie, en Guinée et en Sierra Leone. Que cela signifie? Est-ce que cela signifie qu'en 30 ans, les objectifs n'ont pas pu être atteints? Oui, comme on disait tout à l'heure, en fait, les objectifs qui ont été donnés n'ont pas pu être atteints. Et donc, c'était cet événement du 17 mars, qui était un événement justement qui a présenté les expériences de la Gambie, de la Guinée, de la Sierra Leone vis-à-vis l'accompagnement des droits des femmes et filles, était un moment pour se poser la question, qu'est-ce qu'il faut faire de plus pour que ces objectifs se traduisent encore une fois dans la réalité de la vie quotidienne de chaque femme et de chaque fille. Quand on dit justement, Madame Diallo nous disait, il faut arrêter les discours et passer à l'action. En fait, ça fait très longtemps qu'on est passé à l'action. La question c'est, est-ce que l'action va jusqu'au dernier kilomètre? Est-ce que l'action se traduit dans une réalité pour les filles guinéennes de Donguel-Sigon, Koundara, Gekedou et on peut nommer tous les endroits qui ne sont pas toujours à la une, disons, de nos réflexions. Pourquoi on a voulu mettre ensemble les expériences de ces trois pays? Parce qu'en fait, chacun de ces trois pays, dans les dernières années, a pu montrer des exemples concrets et pragmatiques d'excellence dans les efforts d'accompagnement des droits des filles. Notamment, en fait, dans le cas de la Gambie, l'année passée, peut-être que pas tout le monde est au parfum, mais l'année passée, il y a eu une tentative du Parlement gambien de faire abroger la loi d'interdiction des mutilations génitales féminines. Et donc, qu'est-ce qui a fait que le président de la Gambie ait décidé de ne pas promulguer cette loi? Ça a été le fait qu'un mouvement transversal, à partir des parlementaires femmes, mais qui a impliqué jusqu'à la première dame, directement avec les organisations de la société civile, l'académie, les médias, les partenaires internationaux, on a pu créer un mouvement d'opinion publique tel que le président a dû regarder de façon un peu plus rapprochée et critique si la promulgation de cette loi aurait répondu aux sentiments de sa population. Parce que c'est vrai que les parlements souvent représentent de façon proportionnelle disons, le territoire, par les circonscriptions territoriales, mais est-ce que les membres du Parlement, au niveau individuel, représentent toujours le ressenti des populations? Mais bien évidemment, la réaction de l'opinion publique, de la société civile et d'une partie de la politique gambienne a démontré qu'en ce moment, la majorité des parlementaires avaient créé une coalition qui ne répondait pas aux sentiments de la société. Et donc, ça a été possible, grâce à ce mouvement très élargi, bloquer cette initiative. Ici, en Guinée, par contre, on a voulu présenter un autre exemple, qui était l'exemple d'accompagnement, surtout dans les régions de Kankan, Farana et de Labé, à la mise à disposition des filles de services pour leur autonomisation, visant vraiment l'épanouissement et une accélération de la réalisation des rêves de ces filles à travers le projet SWED, financé par la Banque mondiale, mis en œuvre par le gouvernement de Guinée, avec l'accompagnement de plusieurs partenaires de la société civile et des organisations internationales telles que UNFPA. Et on a vécu tout au long de ce projet, surtout les 8 derniers mois, l'importance surtout d'investir dans le mentorat et dans l'accompagnement des filles pour que, par exemple, les écoles ou les centres de santé ou les centres d'autonomisation économique des femmes et des filles deviennent des endroits où les filles se sentent sûres d'elles, de poser des questions, d'explorer avec leurs grandes sœurs les questions posées à la maison, à leur papa, à leur oncle, etc. Et donc, parmi les différents services que le projet SWED a mis à la disposition des filles de ces 3 régions prioritaires, moi, personnellement, j'étais très touchée par les espaces sûrs et cette relation de mentorat
avec des femmes un peu plus âgées vis-à-vis les adolescentes et les filles guinéennes. Et finalement, l'exemple de la Sierra Leone, qui est parmi les 3 pays, est le pays qui a vu le plus d'avancées dans les taux d'éducation et de réussite au secondaire des filles. Parce que quand on regarde, par exemple, les statistiques en Guinée, on a des avancées très conséquentes dans la réussite des taux du primaire. On a des avancées dans la scolarisation au secondaire, mais pas forcément dans la réussite à la fin du cycle secondaire. Et donc, alors qu'on sait que c'est vraiment ayant accompli l'éducation secondaire que les filles peuvent ensuite décider si aller à l'université, si commencer une petite activité économique. Et on sait très bien que malheureusement, c'est vraiment les années du secondaire où parfois la pression de la société à se marier de façon précoce, le manque de connaissances qui fait que les filles portent des grossesses déjà à l'adolescence, bloque le parcours de formation. Alors que c'est comme si en bâtissant un nouveau édifice, on arrêtait la posée des fondations à mi-chemin, en quelque sorte. Et donc, vraiment, cet événement nous a donné la possibilité, à travers un échange d'expériences entre pays limitrophes, entre ministres, parce que c'était les 3 ministres en charge du portefeuille des droits des femmes qui étaient là, avec à la présence de la première dame de Gambie qui a tenu elle-même venir partager son exemple de femme leader à côté de son mari président, on a pu vraiment enrichir, je dirais, l'échange d'idées autour d'actions pragmatiques et d'investissements financiers conséquents. Super. Comment l'UNFPA accompagne-t-il le gouvernement guinéen et les organisations de la société civile dans la mise en œuvre des engagements de Beijing et la conclusion de la CSW 69? Donc, l'accompagnement de l'UNFPA ici en Guinée se focalise sur 4 objectifs. Le premier objectif tourne autour justement de la santé sexuelle et reproductive et plus spécifiquement de la santé maternelle. La Guinée reste dans les 10 pays au monde ayant le taux le plus élevé de mortalité maternelle, alors que c'est un pays avec un taux de fertilité plutôt élevé, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de grossesses à tout moment au sein de la population guinéenne. Et donc, autant que il y a beaucoup de grossesses, il faut vraiment s'assurer que chaque femme et fille, n'importe où dans le pays, ait un accès facilité à des professionnels de santé. Il ne reste que des sages-femmes en mesure d'accompagner déjà la grossesse. Parce que vous savez, la plupart des décès maternels seraient évitables si seulement les filles et les femmes rencontraient un personnel de santé, il ne reste qu'une sage-femme au cours des 9 mois de la grossesse pour qu'on contrôle la pression artérieuse, l'état de la grossesse, s'il y a un diabète, etc. Voilà, un suivi complet prénatal, comme on dit, des consultations prénatales. Donc, une grande partie, je dirais la plus grande partie de nos investissements vont dans cette direction, surtout dans les régions, à travers le mentorat des sages-femmes, à travers les exercices, l'accompagnement aux exercices de revue de décès maternels, pour comprendre région par région, préfecture par préfecture, quelles sont les spécificités auxquelles font face les femmes et filles au sein des communautés guinéennes. Le deuxième objectif est celui de l'élimination de toute forme de violence faite aux femmes et donc l'accompagnement à ce qu'on appelle la chaîne de la protection de la femme et de la fille. Bien évidemment, on commence, et sur ça, on travaille beaucoup avec les organisations de la société civile, avec la sensibilisation et la prévention, parce qu'en fait, c'est vrai que la mise à disposition des services intégrés aux survivantes de violences est très importante, mais notre but à toutes et tous, c'est qu'il n'y ait pas de femmes victimes de ces violences. Donc, et comme j'ai dit, les violences, c'est un peu comme tout phénomène social, mais aussi phénomène physique et médical. Il y a malheureusement, à cause de la nature de l'être humain, il y aura toujours peut-être un pourcentage de violence, mais que ce pourcentage soit minime pour faire en sorte que les services de l'État, les services de la justice, de la police puissent s'en occuper. Ramener le phénomène à, si vous voulez, à un taux physiologique, un peu comme l'influence, la grippe, etc. Mais pas au taux pathologique auquel aujourd'hui les femmes et les filles de Guinée font face. Quand on pense que 80% des femmes ayant plus que 15 ans en Guinée ont été victimes dans leur vie au moins d'une forme de violence, que ça soit sexuelle, économique, psychologique, domestique, 80% veut dire 8 femmes sur 10.
Donc, si on compte sur le bout des doigts de nos mains 10 filles et 10 femmes que nous connaissons par prénom, donc pour imaginer vraiment, 8 d'entre elles ont été victimes d'une forme de violence. Et 3 d'entre elles ont été violées au moins une fois dans leur vie. C'est énorme quand on y pense. Et donc, il faut continuer, et nous sommes très engagés en tant qu'institution à accompagner les efforts de l'État, justement de l'OPROGEM, de la chaîne de la justice, de la chaîne de la protection, de la société civile, à prévenir, mais aussi à dénoncer. Aujourd'hui, la plupart des femmes et filles qui dénoncent font face à leur famille, à leurs voisins et voisines qui vont la voir. Mais est-ce que tu es sûr, tu veux dénoncer? Mais tu sais, tout le monde saura. On va te regarder comme quelqu'un qui a fait quelque chose de mal pour attirer ça, etc. Non, il faut démystifier. Dans les violences, il y a un responsable et il y a une survivante qui a été victimisée. Donc, il faut vraiment placer la responsabilité là où ça se trouve. Ensuite, le troisième domaine que nous accompagnons et qui est un domaine très important est le domaine de l'autonomisation dans le choix sexuel et reproductif à travers la planification familiale. En ça, UNFPA reste le plus grand donateur au pays de produits contraceptifs, y compris la contraception moderne. Et comme on sait, la contraception, c'est seulement un moyen pour accompagner la décision autour du bon moment auquel avoir des enfants. Et le nombre que, surtout la femme, en dialogue avec son partenaire, du nombre d'enfants qu'on décide d'avoir dans la vie. Et quand on rentre dans la discussion, quel est le bon chiffre? Il n'y a pas une formule magique. C'est pas, disons, une recette culinaire où on a les formules pour que le plat sort bien. Non, la réponse est très simple. On peut mettre au monde autant d'enfants qu'on sera en mesure d'accompagner dans leur éducation, dans leur santé et dans leur épanouissement à l'avenir. Donc, selon les moyens économiques et financiers d'un couple, c'est le couple qui va faire cette détermination, sachant que on peut continuer à avoir une vie sexuelle et d'intimité, disons, normale dans le couple, sans forcément courir le risque que la fille se retrouve avec une grossesse ou la femme se retrouve avec une grossesse non désirée. Et le dernier domaine, et je le cite en dernier parce que c'est le domaine qui recouvre un peu tout ça, est le domaine d'accompagnement à la qualité des données démographiques, des données de population dans le pays. Pourquoi? Parce que comme on dit, pour compter dans la vie, il faut être compté. Il faut qu'on savoir, il faut que les décideurs, que la société civile, que ceux qui sont responsables des services sociaux, économiques, les employeurs, sachent où on se trouve, qui on est, quel profil on a, quelles études on a fait, si on est en bonne santé ou pas. Et c'est dans ce sens que nous accompagnons la réalisation du 4e recensement général de la population et de l'habitation ici en Guinée. Le recensement, c'est un exercice qui se passe tous les 10 ans et qui permet au pays d'avoir, disons, justement, une image et une connaissance assez détaillée d'où se trouve la population guinéenne, comment elle est composée entre hommes et femmes, sur les tranches d'âge, sur le niveau d'éducation, leur proximité aux services sociaux. Pourquoi? Parce que si on sait que dans une certaine préfecture, il y a plus d'enfants en âge scolaire que de classes ou que d'enseignants, le gouvernement, à travers le travail du ministère de Madame Touré, pourra dire, quand on fait le budget de l'État, on va s'assurer que sur cette préfecture et sur cette région, on accélère les investissements sur les infrastructures scolaires parce que on s'attend à avoir plus d'enfants que dans une autre préfecture. Donc, les données de population, finalement, c'est à ça qu'elles servent. À permettre à tout le monde, à tous les acteurs socio-économiques, de savoir où focaliser ses efforts. Et c'est pour cela que je saisis l'opportunité de votre plateau pour encourager chaque Guinéen et Guinéenne, lorsque les agents du dénombrement vont se promener, frapper à leur porte et dire « Est-ce que je peux vous poser quelques questions pour le recensement ?» Que les gens disent « Oui, parce que c'est dans mon intérêt. Parce que si vous savez pas où je me trouve, vous allez pas placer un médecin à 3 kilomètres de chez moi. » Voilà. Donc, c'est ça nos domaines d'accompagnement à l'État guinéen et à l'action que la société civile fait de façon rapprochée avec l'État, mais que vous, les médias, vous faites aussi. On sait déjà à quel point, lors de la phase de cartographie
du recensement de la population, Ouais. surtout pour vaincre un peu les résistances en milieu rural, quand on voit débarquer des gens dans leur pick-up et qui sortent avec des tablettes Oui. et qui viennent s'approcher de chez vous et vous disent ah on vient cartographier votre ménage, vous vous demandez surtout si vous n'avez pas fait quoi? l'école, Ah oui. vous êtes C'est qui? ça. Et donc c'est par exemple dans une des régions, la Guinée forestière, qui dans le passé a été frappée par plusieurs épidémies, certaines communautés, quand ils ont vu arriver ces pick-up blancs, se sont posé la question est-ce qu'ils vont nous annoncer qu'il a une nouvelle épidémie? Donc il ne reste que l'arrivée de quelqu'un qui n'était pas attendu à créer de la résistance. Et donc, vous, au sein des médias, on sait, aussi à travers le réseau des radios rurales, des radios privées, vous faites un travail formidable en partenariat avec nous tous et toutes. Ça nous touche vraiment. Alors, quelles sont les priorités de l'UNFPA pour les années à venir en Guinée, notamment dans l'autonomisation des femmes et de la lutte contre les VBG? Donc, en ce qui concerne l'autonomisation des femmes, c'est vraiment travailler avec les ministères concernés à accélérer le parcours d'éducation des femmes et filles, et aussi travailler avec le ministère de la Santé sur les questions de planification familiale et d'utilisation, surtout des femmes et des filles, des femmes plus jeunes, des méthodes contraceptives modernes. Parce que autant que le temps sera mûr pour un certain changement de normes culturelles autour de l'âge du mariage, de la première grossesse et du droit de la fille de terminer ses études avant de se dévouer à son premier enfant, autant que ces temps-là seront mûrs, il faut vraiment nous assurer que les filles qui veulent rester à l'école puissent rester à l'école et que par conséquent, elles puissent décider à quel moment porter une grossesse. Donc, ce domaine est un domaine prioritaire pour l'autonomisation. Deuxièmement, pour la lutte au VBG, le domaine prioritaire reste d'un côté la sensibilisation, surtout au niveau communautaire, en milieu rural, à travers l'accompagnement à ces processus d'habilitation communautaire. On les appelle, c'est des processus qui prennent de 12 à 18 mois et qui mènent les communautés à déclarer publiquement l'abandon des violences et surtout des pratiques néfastes telles que les mutilations génitales et les mariages forcés d'enfants, mais aussi un accompagnement à la coordination de l'ensemble des acteurs de la chaîne de la protection. Et cela passe aussi par accompagner les survivantes à dénoncer ce qui lui arrive, ainsi que à renforcer les efforts sur les données, parce que si les acteurs de la protection, le PROGEM, la justice, l'action sociale, la gendarmerie, n'ont pas les moyens et n'ont pas les données pour suivre les cas de façon spécifique, ça devient très difficile d'aller à l'encontre de la survivante. Vous savez, très souvent, je dois essayer de rappeler à nos partenaires que ce n'est pas à la survivante d'une violence de suivre le processus administratif et bureaucratique des services qu'on a créés pour elle. Parce que c'est vrai qu'on a créé plein de services. Mais ce n'est pas à ce moment que le gendarme doit dire à la femme, oh, mais non, tu vas voir le médecin. Ah, mais non, tu vas voir. Ah, mais non, tu vas dénoncer. Déjà que tu es épuisé physiquement, mentalement. Exactement. C'est les services qui doivent aller à l'encontre de la survivante. C'est pour cela, par exemple, qu'on travaille de plus en plus sur ces centres multiservices. On va intégrer avec le ministère de la Promotion féminine au sein des structures de santé la présence d'une experte en questions juridiques, la présence d'un psychologue, la présence aussi de quelqu'un qui fasse relais avec les autorités de la justice. On va intégrer ces services dans les KF. On avait, le gouvernement guinéen avait lancé, ça fait quelques années, un modèle à Doubreka, dans les KF de Doubreka, avec l'appui d'Enabel. On veut répliquer ce qu'on appelle, disons, les centres multiservices, les centres vraiment où une fois que la fille s'y rend, elle va trouver les services intégrés et l'accompagnement. Vous savez, c'est très souvent le fait de devoir encadrer des services et des investissements dans des processus administratifs qui fait qu'on perd de vue que la conception de ces services et de ces investissements doit partir
de l'utilisatrice et revenir en arrière aux besoins de l'administration. Ce n'est pas le contraire. Et donc, ces deux éléments pour nous restent une grande priorité. Et après, dans les détails, bien sûr, ça passe par des investissements très spécifiques de renforcement des capacités des acteurs publics et des fonctionnaires d'État, comme je vous mentionnais tout à l'heure, par exemple, le mentorat des sages-femmes en milieu rural. Les aider ces sages-femmes à faire face aux premières urgences obstétricales, les revues de décès maternels, l'accompagnement au centre d'autonomisation économique des femmes et filles, au travail que des organisations telles que le Club de jeunes filles leaders font tout d'abord dans la sensibilisation, à donner voix aux survivantes, mais aussi souvent à prendre ces survivantes dans la main et les accompagner d'un service à l'autre. Et ça, je sais que le ministère de la Promotion féminine, à travers les inspectrices régionales et les directrices préfectorales, est très reconnaissant aux organisations de la société civile dans ce sens. Et d'ici la fin de cette année, on va veiller que le recensement général de la population soit fait selon les standards internationaux, parce que l'ensemble des services publics vont bénéficier sous les 10 prochaines années de la qualité des données qui ressortira de ce recensement. Parfait. Merci donc à Monsieur Francesco Galtieri, je m'y mets, pour votre brillante intervention. On va se retourner vers Madame Touré, qui est la représentante du ministère du Budget, chef de service de genre et équité au ministère du Budget, justement. Donc, juste après le générique. Alors, vous venez de cette 69e édition. Alors, quelle a été la contribution spécifique de la Guinée? Et la contribution spécifique de la Guinée, je vous ai déjà dit, je vous dis après 10 ans, parce que chaque année on y était, mais après 10 ans, la Guinée, on a pu organiser un panel. Moi, ça m'a vraiment touché, vraiment. Et aussi, pour la Guinée, il y a l'État accompagné ses femmes. L'État a accompagné les femmes parce que c'est l'État qui a fait la prise en charge de toutes ces dames chefs service genre et équité. Elles ont été financées sur le BND, sur notre budget national. Donc, je pense que le ministère du budget, en tant que ministère du budget, on fait beaucoup d'efforts pour accompagner les activités féminines. D'accord. Surtout. Super. Oui. Quelles sont les principales avancées que vous avez mis en avant au nom du pays là-bas? Et au nom du pays, nous avons parlé des efforts que la Guinée a fait en amont. Vous avez déjà énuméré quelques efforts, comme la création des services genre équité. Donc, je pense que je ne suis pas obligée de revenir encore en arrière. Un petit débriefing, voilà. Un peu nous rafraîchir. Voilà, on a donné les efforts du pays. Et aujourd'hui, je vous dis que le ministre du budget et ses homologues, celui de l'économie et des finances et du plan, ils ont pris le bâton de pèlerin de la budgétisation sensible au genre. Aujourd'hui, c'est leur bâton de pèlerin pour intégrer la budgétisation sensible au genre en Guinée. Et je pense que si cette budgétisation sensible au genre sera intégrée, la redistribution de notre budget, tous les Guinéens en seront bénéficiaires et fiers. Comme les partenaires le disent souvent, il faut, qu'est-ce que le pays d'abord a donné avant que nous donnons, n'est-ce pas? C'est votre slogan, non? Voilà. D'accord. Alors, ensuite, le gouvernement, est-ce qu'il prévoit un cadre de suivi de recommandations à l'issue de cette 69e session? Oui, bien sûr, parce que surtout, je pense que l'obstacle qui freine un peu l'évolution de ces organisations féminines, c'est le financement. D'accord. On a besoin beaucoup de financement pour réaliser nos activités. D'accord.
Et vous avez parlé tout à l'heure d'accompagnement de ces 300 les 300 groupements féminins. Et comment ça s'est passé? C'est le président qui a alloué un certain montant, je pense, c'était 50 millions par groupement. Et je pense que c'est un effort. Hein. Ce financement permet aux femmes d'être autonomes. Ça leur permet d'être autonomes. Est-ce qu'il y a un suivi après pour dire que oui, les 50 millions là alloués à un groupement, est-ce qu'ils touchent toutes les personnes? Oui, il y a, c'est un financement qui était dans le patrimoine du ministère de la promotion féminine, c'est eux qui font le suivi. Il y a même eu un rapport sur la réalisation et l'exécution de ce financement. D'accord. Oui. Un rapport complet, un suivi. Bien sûr, oui, il y a aujourd'hui où je vous parle, il y a le ministère de la promotion féminine avec les différents services genre équité. Il y a la mise en place d'un PAO triennal pour les services genre équité qui est en cours. Nous avons aussi la 3e génération de la politique nationale du genre, qui est en cours aussi. Monsieur de l'UNFIP le sait parce qu'ils ont déjà des drafts. Donc, je pense que c'est des politiques vraiment qui nous permettent d'aller en avant. Super. Quelle avancée le ministère du Budget a-t-il réalisé ces dernières années pour intégrer la dimension genre dans les gestions financières publiques? C'est ce que je viens de vous dire, que mon ministre, son bâton de pèlerin avec ses homologues, c'est d'intégrer d'abord la budgétisation sensible au genre au sein de notre pays. Parce que cette budgétisation sensible au genre a vraiment un impact. Il nous permet d'éviter la corruption. Il nous permet vraiment de donner une performance budgétaire. Super. Et en quoi les recommandations de Beijing à l'issue de la 69e session à New York tout récemment peut-elle influencer les priorités budgétaires en Guinée? Parce que les recommandations seront une charge pour notre pays. Et le ministère du Budget étant le ministère qui mobilise les recettes de notre pays, ça serait une charge pour notre budget national pour cette année 2025 pour la réalisation de certaines de nos activités. Est-ce que vous avez déjà alloué un budget pour ça? C'est ce que je vous dis. Parce que c'est après la recommandation, d'abord le budget il est voté déjà, il est annuel. Donc pour prendre en compte de certaines recommandations, il faut que nous revoyions ces activités dans la loi des finances rectificatives, par exemple, parce qu'elle n'a pas été votée à la loi des finances. Et cette fois-ci, le budget, il est plus colosse, hein? Mais le budget de la promotion féminine a été toujours colosse. C'est pour cela que je vous dis que le ministère du Budget accompagne toutes les activités féminines. Parce que quand vous prenez notre pays, à peu près, c'est le ministère de la promotion féminine qui engorge beaucoup de divisions pour les activités féminines. C'est là-bas, vous allez trouver la division des violences basées sur le genre. Vous allez trouver le fonds pour les activités économiques des femmes, le FAEF, qui est subventionné par l'État guinéen. Et c'est à travers le ministère du Budget qu'on exécute leur budget. D'accord. Et quels sont les obstacles que vous rencontrez dans l'application de ces mesures et comment vous les surmontez? C'est ce que je vous dis en tant que ministère du Budget. Ça devient vraiment un fardeau pour nous parce que quelque chose qui n'est pas voté dans la loi des finances, je pense que il faut voir comment réaménager le budget national pour prendre en compte certaines des activités. Oui, allez-y. En fait, pour moi, ce qui est aussi important pour nous toutes et tous comprendre, c'est que l'accompagnement aux droits des femmes ne passe pas exclusivement par les chapitres de budget destinés et dévoués directement aux femmes. Le moment où l'État fait des grands investissements dans l'éducation, par exemple, mais que les parents décident de retirer leurs filles de l'école, une grande partie de ce budget de l'éducation bénéficiera aux garçons, mais ni grâce ni pour la faute de l'État. L'État est en train d'investir dans le secteur de l'éducation. Mais si les parents retirent les filles de l'école, vous voyez ce que je veux dire? Donc,
en fait, la question, c'est que l'ensemble, le 53% de l'ensemble du budget de l'État devrait bénéficier aux femmes simplement parce qu'elles représentent le 53% de la population. Ensuite, il y a, tel que Madame Touré disait correctement, des dépenses qui sont exclusivement prévues et dévouées aux femmes. Le fonds d'accompagnement aux activités économiques, les activités de protection, etc. Mais la plus grande, si vous voulez, le plus grand manque vis-à-vis des femmes, c'est qu'elles ne puissent pas bénéficier des investissements qui sont déjà là Oui. pour les secteurs réguliers de l'État, disons des dépenses de l'État. Et y compris, par exemple, dans la santé, quand on sait que déjà, si la majorité des femmes, si la majorité de la population, c'est des femmes, c'est-à-dire que la majorité des utilisatrices des services de santé va proportionnellement être des femmes. Donc, si l'investissement ne mène pas à un service de qualité, bah, c'est les femmes qui vont payer ça plus que les hommes. Donc, il faut vraiment se poser la question. Et c'est un peu, je sais, le travail que Madame fait avec son équipe. Quand on parle de budgétisation sensible au genre, ce n'est pas exclusivement pour les chapitres budgétaires destinés exclusivement aux femmes. Ça, c'est très important à comprendre. Pourquoi? Parce que souvent, sinon, on finit pour penser qu'il est question des femmes. C'est les femmes qui doivent s'en occuper. Par contre, non, si moi je suis à la tête ensuite d'un chapitre budgétaire sur les investissements dans l'entrepreneuriat, moi je m'occupe pas de femmes. Mais non, bien évidemment, tu dois t'occuper de femmes. Si tu accompagnes le cadre réglementaire du fonctionnement des institutions financières et de microcrédit, toi aussi tu es responsable pour les femmes. Pourquoi? Parce que dans ce pays, comme dans plein de pays, les femmes, les activités économiques des femmes étant souvent ressort de l'informel, l'entrepreneuriat féminin ne dispose pas des certifications formelles pour avoir accès à des crédits, à des taux, disons, remboursables, humainement remboursables. Donc, vous voyez, si chaque individu qui est à la tête d'une ligne budgétaire publique, voire d'un investissement privé, ne se pose pas la question, qu'est-ce que je peux faire pour aider à surmonter les obstacles auxquels les femmes et filles font face, bah, on n'aura pas gain de cause que avec le budget du social. Et c'est là où je dis souvent, bon, genre, on a fait un peu une opportunité pour sourire, mais avec Madame la ministre de la promotion féminine, même le nom promotion féminine, c'est un peu particulier. Et pourquoi on met les droits des femmes avec les enfants et les personnes vulnérables? C'est qu'en fait, la conception, c'est que la femme est vulnérable. Alors que la femme n'est pas vulnérable. Vous êtes là, vous êtes trois femmes battantes, professionnelles, avec tout ce qu'il faut. On devrait vous mettre avec le ministère de l'économie et des finances, et de l'épanouissement économique des femmes. Bien sûr. Vous voyez? C'est très important de se sortir de cette mentalité que les femmes ne vont pas s'en sortir sans un accompagnement social, de protection sociale. Ça, c'est très important pour rattraper les faiblesses de la société par rapport à l'accès aux opportunités d'épanouissement, mais en même temps, il faut continuer à donner voix au message que la femme est forte. Il faut simplement lui enlever les bâtons des roues pendant qu'elle pédale son vélo. Ce n'est pas une question d'assistance ou d'assistanat. C'est une question de lui faire, de vous faire de l'espace pour vous laisser vous épanouir et vous exprimer. Donc, M. Galtieri parlait tout à l'heure de l'accompagnement, l'épanouissement de la femme. Est-ce que ces groupements-là, justement, quand vous les allouez un budget, que vous leur donnez ce fonds, est-ce que par après, vous les accompagnez en termes de formation? Et je pense, bien sûr, il y a le ministère de la promotion féminine qui, à chaque mois, qui organise des ateliers en faveur des femmes. Et ces ateliers portent sur quoi exactement? Sur l'autonomisation des femmes, sur le leadership, sur l'intégration du genre dans les projets et programmes. D'accord. Et est-ce qu'aujourd'hui, ça a eu vraiment un impact positif dans l'épanouissement, dans leur épanouissement, et surtout dans le développement de leur groupement? Est-ce que toutes ces formations... Mais bien sûr. Aujourd'hui, on est en train de valoriser nos textiles, vous le voyez. Aujourd'hui, à chaque festivité du 8 mars, les uniformes que nous portons, c'est made in Guinée. C'est ces femmes-là qui font ces pagnes.
ça leur permet de fructifier leur budget quand même. C'est ça. Voilà. Super. Alors, on a fini donc avec Madame Touré. On va revenir sur vous, bien sûr. Merci pour votre brillante intervention. On va revenir sur la représentante de la société civile tout à l'heure après le générique. Ces questions donc seront dressées à Madame Hélène Diallo, qui est la représentante de la société civile du Club des jeunes filles leaders de Guinée. Comment la société civile guinéenne s'est-elle mobilisée pour porter la voix des femmes lors de la conférence? Eh bien, disons que la société civile guinéenne était bien représentée. Ouais. Il y avait le Club des jeunes filles, il y avait d'autres organisations également qui étaient là, et chaque participante en fait a suivi des sessions très très pertinentes, mais également en fait chaque participante a tenu en fait à faire un plaidoyer. Quand je prends par exemple pour le cas du Club des jeunes filles leaders de Guinée, le plaidoyer a été porté par notre directrice exécutive qui aussi était à cette rencontre. Et donc elle a fait un plaidoyer sur le mariage des enfants en Guinée. Un plaidoyer en fait qui interpelle l'opinion non seulement nationale mais aussi internationale par rapport en fait à ce fléau qui aujourd'hui empêche l'épanouissement des filles. Parce que le plus souvent, comme Monsieur Francesco, je préfère dire ça. Monsieur Francesco, en fait, l'a rappelé, c'est qu'au niveau du primaire, on a une forte mobilisation, un fort taux de scolarisation des filles. Au niveau du primaire, un grand taux de réussite, mais au niveau du secondaire, c'est tout un problème. Certes, on peut avoir un bon taux de scolarisation au niveau du secondaire, mais la continuité, le taux de réussite est très bas. Tout ça, en fait, c'est dû au problème de maintien des filles à l'école. Et ça, en fait, le plus souvent, c'est occasionné par le fait que quand une fille arrive au secondaire, on dit déjà que tu as grandi, tes seins ont poussé, donc il faut qu'on te donne au mariage. Et le plus souvent, en fait, ce cas est posé par le fait que les filles sont en quelque sorte, je me permets de le dire, ça peut être très péjoratif, mais c'est le cas, il faut le dire. Les filles sont un peu, en fait, comme des fonds de commerce pour certains parents. Ils se disent, en fait, que puisque tu as grandi, tu es belle, alors que tu sais déjà dans quelle situation nous vivons, il serait important que tu te maries. Souvent, chez nous, les Peuls, on dit que, tu es une fille, tu n'es pas obligée de finir tes études. Il y aura toujours, en fait, un maudit qui viendra te prendre. C'est ça. C'est ça, on nous dit. Donc, déjà, quand tu grandis avec cette idée, tu ne vas pas t'engager dans les études. Tu vas toujours te dire que, maintenant que j'ai grandi, de toute façon, il y aura quelqu'un qui viendra me prendre. Donc, notre directrice exécutive, en fait, a tenu vraiment à faire un plaidoyer sur ce cas spécifique. Mais également, moi également, lors de ma participation à l'une des activités du Fonds mondial qui a financé mon voyage, j'ai pu en fait parler de la santé sexuelle et reproductive qui aujourd'hui la sexualité continue encore à être un sujet tabou dans notre pays. Et quand on prend par exemple dans le cas de l'éducation sexuelle, c'est un cas en fait particulier où même en famille, par exemple quand une fille voit ses premières règles, la maman, au lieu de lui expliquer convenablement qu'est-ce qui se passe avec les changements du corps et tout, c'est la maman qui te dit que tu as vu tes règles, donc dès que tu touches un garçon. Et moi aussi, j'ai vécu ça. Ouais, on a tous vécu. Ça, c'est toutes les femmes. Ça, c'est toutes les femmes. Oui, ça, c'est toutes les femmes. Tu touches un homme, tu tombes enceinte. Et moi, en ce moment-là, en classe, je m'asseyais comme ça. Merci. On me demandait qu'est-ce qui se passe. Je disais non, ne me parle même pas. Voilà. Et donc, ça, c'est un problème. Parce que quand tu grandis avec cette idée, déjà, un enfant, tu lui dis, tu touches le feu, tu vas brûler. Il touche le feu, il ne brûle pas. Il ne va plus te croire quand tu lui diras autre chose. Et donc, il y a ce problème-là. Il y a aussi l'autre problème, c'est lié en fait
aux grossesses précoces des filles. Tout ça par le problème du fait qu'elles n'ont pas assez d'informations sur leur sexualité. Et donc, en fait, moi aussi, j'ai tenu à faire, comment dire ça, à parler de ce phénomène qui aujourd'hui encore continue à être vraiment un problème dans notre pays. Donc, en fait, je dirais que de part et d'autre, toutes les activistes, toutes les jeunes filles et tous les acteurs de la société civile qui ont vraiment représenté la Guinée, chaque personne en fait a eu à intervenir sur un domaine spécifique, où elle en fait évolue de façon particulière. Moi, je peux pas parler de tous les sujets. Pendant que les autres sont là, eux aussi, ils parlent des autres problèmes qu'ils rencontrent et des défis en fait qui persistent encore dans notre pays. C'est ça, super. Alors, quels sont aujourd'hui les défis majeurs auxquels le club des jeunes filles, ou les jeunes filles guinéennes, donc font face en matière d'éducation, de santé, de participation citoyenne, selon vos apports, vos analyses et tout? Eh bien, disons que il y a assez de défis. Il y a assez de défis parce que quand on prend par exemple pour l'accès à l'éducation, faut pas oublier que la pauvreté aujourd'hui en Guinée touche beaucoup plus les femmes. Et tant qu'une femme est dépendante financièrement, c'est qu'elle est encore sujet de violence. Parce que si aujourd'hui on voit que quand une maman est au marché, elle prend son enfant, elle dit accompagne-moi au marché au lieu de laisser cet enfant-là aller à l'école, c'est que elle sait que elle n'a pas les moyens, soit pour financer l'éducation de cette fille-là, ou elle se dit que cette fille-là va plus lui apporter quand elle ira vendre 2 sachets d'eau au marché que quand elle partira étudier. Ça, c'est un problème. Ça, en fait, c'est l'un des grands obstacles qu'on rencontre aujourd'hui en Guinée, c'est la pauvreté. Au niveau de la participation politique, en fait, il faut quand même le dire, c'est encore plus délicat. La sous-représentation des femmes dans les instances de prise de décision, mais également, en fait, en milieu politique. On a une forte sous-représentation des femmes. Et souvent, on dit que, qui pourrait parler de tes problèmes mieux que toi-même? Si, par exemple, dans certains cadres où des décisions doivent être prises pour les femmes, il y a peu de femmes et plus d'hommes, on ne va pas toucher forcément en fait le problème lié aux femmes. Ça, c'est un problème déjà. Et donc, on a encore ce problème-là qui persiste encore, la sous-représentation, bien que maintenant, on voit qu'il y a des petits changements, mais ce n'est pas les changements qu'on souhaite. Vraiment, en fait, on veut plus. On veut plus. Pourquoi? Parce que quand on prend sur la couche démographique, les femmes sont plus nombreuses. Quand on prend en fait au niveau comment dire ça, des violences. Certes, les hommes sont violentés eux aussi, mais les femmes sont plus victimes et donc il n'y a qu'elles en fait qui peuvent réellement dire les mots dont elles souffrent. Et donc on a ce problème-là. Quand on prend aujourd'hui au niveau de la société de façon générale, vous avez vous-même remarqué la recrudescence des violences faites aux femmes. Récemment même, on a dénoncé, il y a eu une intercation entre certaines personnes et nous, les féministes, quand, en fait, nous avons été sujets de discussion, de débat, on nous a injuriés par tous les noms et tout. Autour des violences basées sur le genre et surtout dont sont victimes les femmes. En fait, ce n'est pas que nous ne voyons pas que comment dire ça, la façon dont les choses sont en train d'évoluer, mais il faut quand même le dire. Les femmes sont encore et continuent encore à être des sujets de violence. Et tant que nous n'allons pas dénoncer, ça ne marchera pas. Et quand on parle de dénonciation, le problème c'est que une victime, actuellement, on a encore ce problème lié à la dénonciation parce que quand une fille elle est victime de viol par exemple, surtout au sein de sa propre famille, on dit faut pas dire. On va régler ça à l'amiable, ou même si c'est le voisin, on se permet même de déplacer les leaders religieux qui viendront plaider. Tant qu'il y aura ce genre de choses-là, tant qu'on va laisser les textes de loi pour aller vers le consensus, les choses ne vont pas s'arrêter. Et c'est pourquoi, en fait, on encourage aujourd'hui la dénonciation, mais
les barrières culturelles, les barrières de la société, le fait que, comment dire ça, les mentalités ne sont pas assez mûres pour accepter le fait que quand une fille elle est victime de violence, elle doit dénoncer et on doit l'accompagner au lieu en fait de soutenir le bourreau. Il faut plus en fait accompagner la victime à l'aider surtout en fait à obtenir gain de cause. Tant qu'on ne va pas vraiment en fait surpasser tout ça, dépasser tous ces problèmes-là, les violences vont encore continuer. Et le problème aujourd'hui, en fait, c'est au niveau de l'implication de la société, parce que les premières personnes qui peuvent vraiment aider un enfant ou une personne vraiment à évoluer, c'est sa famille. C'est ça. Et donc, quand les familles elles-mêmes, en fait, ne sont pas convaincues qu'il faut accompagner leur enfant et tout, ça devient encore plus délicat. Donc, tels sont quelques défis encore qui persistent, mais que nous continuons vraiment, en fait, comment dire, on continue encore à sensibiliser, on continue encore à encourager la dénonciation, on continue aujourd'hui encore à en parler, parce que si aujourd'hui on voit qu'il y a certains pays vraiment qui ont évolué qui ont vraiment dépassé tous ces phénomènes-là, c'est parce que eux, ils ont continué. En fait, ils ont continué à dénoncer, ils ont continué à sensibiliser. Et tant qu'il le faudra, ils ont persisté. Ils ont tenu bon. Et tant qu'il le faudra, on le fera, en fait, parce qu'on est là pour les femmes, on est là pour les filles. Certes, on peut dire en quelque sorte que nous, notre jeunesse a été sacrifiée, mais nous n'accepterons plus que la jeunesse de nos frères et sœurs, de nos enfants, soit sacrifiée de nouveau. C'est ça. Donc, est-ce que vous avez eu l'opportunité de nouer les relations ou d'échanges de partenariat avec d'autres actrices de la sous-région là-bas? Disons que oui, il y a eu un grand réseautage. D'accord. Il y a eu un grand réseautage de part et d'autre. On a rencontré des acteurs de la société civile de quelques pays africains. On a eu aussi à rencontrer, moi particulièrement, je vais me vanter, il y a eu une association italienne dont je maîtrise plus le nom en fait qui m'a interviewée. Donc, en fait, je me dis que cette conférence-là a été vraiment, en fait, une très belle opportunité d'échange, de partage d'expériences, mais également, en fait, de réseautage. Et donc, en fait, on peut dire que oui, ça a été vraiment fructueux aussi dans ce domaine-là, où on a eu à rencontrer d'autres personnes, on a présenté nos organisations, on leur a expliqué les activités que nous menons. Eux aussi, ils ont fait pareil et on a eu, en fait, à échanger des contacts. Certes, c'était pas le lieu pour signer des partenariats, mais le fait seulement de nouer des contacts, de rencontrer de nouvelles personnes, de partager des expériences, c'était encore plus intéressant. Super. Merci. Quelle est la place accordée aujourd'hui à la société civile dans la mise en œuvre des politiques d'égalité en Guinée? Eh bien. En fait, en répondant à cette question-là, je peux pas dire cela avec certitude, mais selon les remarques que j'ai faites ces dernières années, c'est que aujourd'hui, la société civile, quand il s'agit en fait des débats liés aux questions de genre, aux questions de l'éducation, de la santé sexuelle et reproductive, ainsi de suite, la société civile est contactée. On invite la société civile en fait à venir dire réellement en fait quels sont réellement les enjeux encore qui persistent, qu'est-ce qu'il faut faire, quelles sont les solutions et qu'est-ce qu'on pense réellement, en fait quelles sont les mesures les plus palpables qu'il faut vraiment en fait mettre en place pour pouvoir toucher les vraies cibles. Parce qu'une chose reste claire, le gouvernement est là, mais la société civile est plus proche des communautés. Et donc, nous pouvons dire que oui, en quelque sorte, je peux me permettre de dire que nous pouvons être leur porte-parole en quelque sorte, mais aussi être le porte-parole de la population auprès du gouvernement. Parce que le plus souvent, les plaidoyers que nous faisons, on le fait pour la population. On le fait en fait pour ces personnes qui ne peuvent pas avoir accès à eux directement. Donc je me dis que oui, aujourd'hui, beaucoup de choses ont changé. Donc la société civile est aussi contactée non seulement par les partenaires stratégiques en Guinée, mais également en fait par le gouvernement lors de l'élaboration des politiques publiques.
Et depuis que vous êtes venu, vous avez fait une réunion, je suppose, hein, ou même si vous n'avez pas tenu une réunion, mais quelles sont les priorités hein, immédiates que vous avez prises, que ce soit là-bas ou ici, vous avez dit par exemple, dès que je viens en Guinée, il faut qu'on change ceci, il faut qu'on change cela. Eh bien, disons que cette conférence tombe à pic parce que cette année, en fait, c'est une année de revision pour nous par rapport à notre plan stratégique quinquennal. Et donc, on peut dire que les recommandations lors de cette conférence-là peuvent être vraiment matérialisées. On peut vraiment, en fait, les transcrire dans le nouveau plan stratégique qu'on va élaborer très bientôt, parce que cette année, c'est notre année d'évaluation du plan stratégique, des activités qu'on a eu à réaliser, des acquis, des défis encore qui persistent. Et donc, effectivement, on a eu des idées de plusieurs actions qu'il faut mener grâce aux différents partages d'expériences en fait qu'on a eu de l'autre côté. Et donc on se dit qu'il y a de nouvelles approches qu'il faut essayer pour voir si on peut avoir des résultats plus concrets. Et donc bien sûr en fait ça c'est en vue, chose qu'on le fera en fait d'ici la fin de cette année, Inch'Allah. Une dernière question pour vous, hein. Quelles recommandations portez-vous pour l'amélioration des conditions de la jeune fille dans le contexte guinéen? Des recommandations, par exemple, vous faites un écrit, vous envoyez à l'UNFPA, vous envoyez à l'État. Qu'est-ce que vous voulez qu'ils fassent pour vous maintenant d'urgence? Eh bien, aujourd'hui, quand on parle de l'urgence, enfin, tout est urgent. Hein. Tout est urgent, mais en priorité. Tout est urgent quand on parle surtout de la couche féminine en Guinée. Tout est vraiment urgent. Mais aujourd'hui, en fait, je suis vraiment ravie d'apprendre qu'ils sont en train, surtout les partenaires, sont en train, en fait, d'œuvrer dans le cas de l'amélioration des suivis des données des victimes. C'est quelque chose de très important. Et au niveau de l'État, savoir aussi que il y a, en fait, des budgets spécifiques qui sont alloués uniquement pour l'épanouissement des femmes. Et donc, moi, je me dis, en fait, que aujourd'hui, l'urgence serait comme je l'ai dit tantôt, peu de discours, plus d'action, mais il a bien rectifié en disant que il y a des actions, mais est-ce que nous arrivons vraiment, en fait, à destination? Donc, le plus important cette fois-ci, c'est de suivre. C'est-à-dire qu'on puisse vraiment suivre toutes les actions que nous menons de façon minutieuse, qu'on soit vraiment sûr que oui, que ce chemin qu'on a pris pour réaliser telle activité, que c'est le chemin le plus sûr, mais non, pas que, et aussi, en fait, recenser les défis aussi qui persistent afin d'essayer de nouvelles approches. Parce que plus nous avançons, plus les mentalités changent, plus il y a certains défis encore qui persistent aujourd'hui. Faut pas qu'on oublie le fait que notre pays soit encore un pays conservateur. Et donc, dans ce cas précis, ça ne sera pas en fait très rapide. Le changement ne sera pas radical d'un seul coup. Donc, c'est un long processus à suivre. C'est pourquoi, en fait, il serait important de part et d'autre qu'au niveau de choses des différents ministères, surtout que ça, le ministère du budget. Oui, c'est le ministère le plus intéressant. Hein. Les gens aiment bien le ministère du budget. Or, l'argent, c'est le ministère de l'économie et des finances. Le budget mobilise. Bon, si le budget mobilise. C'est une porte d'entrée. Hein. Voilà, c'est une porte d'entrée. Alors, le ministère du budget, d'économie, tout ce qui est lié à l'argent, là, on est dedans. On est dedans. Et donc, en fait, il serait aussi intéressant d'accompagner, comme vous le faites, les acteurs de la société civile dans la mise en œuvre des différentes activités. Mais également, en fait, avec l'appui des partenaires, aujourd'hui, faut pas qu'on soit qu'on soit ingrat. Aujourd'hui, avec l'appui des partenaires et aussi l'accompagnement de l'État, franchement, les activités de la société civile de façon générale avancent et non seulement nos capacités sont renforcées, mais nous aussi, en fait, nous sommes beaucoup plus, aujourd'hui à mesure de faire des activités de façon indépendante, certes, mais n'oublions pas, en fait, que quand il y a les fonds qui sont limités, ça devient encore plus dur. Mais aussi, c'est le moment de rappeler que bien que les textes de loi, aujourd'hui sont là,
mais n'acceptons pas que ces textes-là soient des lettres mortes. N'acceptons pas du tout cela, en fait. Que ça soit le ministère du budget, de l'économie, que ça soit les partenaires techniques et financiers, que ça soit les acteurs de la société civile, que ça soit la population elle-même. Faudrait en fait que chacun d'entre nous s'active à ce qu'on veut, à ce que ces textes de loi soient appliqués à la lettre. Parce que tant que ces textes de loi ne sont pas appliqués à la lettre, en fait, les problèmes ne feront que persister. Et donc, moi, je me dis que l'urgence serait vraiment, en fait, qu'on veille à tout cela, mais également, en fait, au cas du respect des textes de loi afin que chaque personne en Guinée ici puisse s'épanouir librement, mais aussi, en fait, que la couche féminine se sente en sécurité afin que le potentiel féminin puisse exploser. Parce qu'on a du potentiel quand même. Bien sûr qu'on l'a. On n'est pas que belle, mais on a des qualités. Merci donc pour votre brillante intervention. Merci. On a écouté, chers téléspectateurs, auditeurs et auditrices, tout à l'heure, l'intervention de Monsieur Francesco, l'intervention de Madame Touré et enfin de Madame Hélène. Hein. Juste après le générique, on va voir la phase finale de cette interview. Donc, nous avons encore les invités sur ce plateau. Juste quelques questions pour ne pas trop vous embêter. Hein. Donc, quelles sont, selon vous, hein, Monsieur Francesco, les priorités absolues dans les 5 prochaines années? Alors, je pense qu'il y a des priorités qui se situent à 3 niveaux. D'accord. Le premier niveau qui est un niveau qu'il ne faut pas sous-estimer, et Madame Diallo mentionnait ça tout à l'heure, le niveau culturel. D'accord. Dans les 5 prochaines années, il faut vraiment s'assurer que le monde de la culture soutienne les efforts que la politique et la société civile et les médias sont en train de faire. Et donc, bien sûr, la semaine prochaine, on aura la 72e, les 72 heures du livre, la 7e édition, etc., dédiée à la puissance féminine cette année. Pourquoi? Parce que quand on regarde les chiffres, et il y a eu une enquête cette année, je vais prendre les chiffres pour ne pas me tromper. Il y a eu une enquête menée ici au niveau de la Guinée par un institut africain, il s'appelle Afrobaromètre, autour de la question des droits des femmes. Et 8 Guinéens et Guinéennes sur 10 ont déclaré de considérer la violence conjugale une affaire privée à résoudre auprès de la famille. 7 sur 10, hommes et femmes, hein, ont déclaré qu'ils pensent qu'il est justifié qu'un homme batte sa femme. 7 Guinéens sur 10, vous voyez? Sûr. Et dernière chose, c'est que 6 sur 10 estiment que si une fille ou femme qui survit une violence sexuelle dénonce, elle sera critiquée, harcelée, voire humiliée par les membres de sa communauté. Tout cela est culturel à la base. Parce que si dans ces 7 personnes sur 10, la population féminine, c'est de 52%. C'est-à-dire que 4 de ces 7 personnes, c'est des femmes qui jugent normal que son mari la batte. C'est qu'il y a vraiment un problème culturel profond. Pourquoi? Parce que aucun individu a envie d'être battu. Aucun individu peut justifier que quelqu'un lui lève la main. Donc, si au niveau sociétal, une majorité des individus arrivent à justifier ce genre de phénomène, ce n'est pas à travers plus de sages-femmes, plus de médecins, plus d'argent dans le budget qu'on va dépasser ça, sauf si une partie de ces investissements ne vont pas dans la culture. Donc vraiment, première priorité. La deuxième priorité, c'est s'assurer, comme on le disait tout à l'heure, que la lettre des lois se traduise dans la réalité au quotidien de chaque femme et fille, n'importe dans quel coin du pays. Et cela demande à la fois un suivi, mais aussi un plus grand sens de responsabilité des individus. Et je dis souvent, permettez-moi, et ça ce n'est pas spécifique à la Guinée, mais au monde entier, des fonctionnaires publics, que nous aussi sommes, hein, au niveau international. Ce n'est pas que quand tu as fini ta journée, tu poses ton bic et tu rentres chez toi si une fille a été violée. Tu dois perdre le sommeil si une fille a été violée dans ton quartier, à l'école,
dans ton bâtiment ministériel, une de tes collègues a été harcelée par un autre collègue. Le moment où on arrête d'être en quelque sorte indigné par ces genres de phénomènes et on traite tout ça comme étant un sujet. C'est pas un sujet, c'est la vie des gens. Il faut toujours se rappeler. Alors que la création d'emplois, l'amélioration des textes de loi, ça c'est des domaines techniques. Mais là, il faut pas jouer avec la vie des gens. Et donc cet élément-là, vraiment d'accompagner les intentions dans la réalité des gens, c'est essentiel. Et troisièmement, il faut veiller. Il faut vous assurer que les bénéfices du projet Simandou, vous voyez, le gouvernement en a fait le phare de la planification sur les 15 prochaines années. Et le gouvernement d'aujourd'hui est engagé à qu'un pourcentage des revenus de la plus grande source de richesse à l'avenir proche de la Guinée, qu'un pourcentage aille dans le capital humain. Et donc, il faut vraiment veiller que ce pourcentage soit proportionnellement investi dans tout ce qui concerne les femmes et filles, en enlevant les préjugés et les biais culturels. Vous voyez, l'autre jour, on a organisé une visite au port de Moribaya, de l'ensemble de la communauté internationale, des ambassadeurs, etc. Malheureusement, je ne pouvais pas être là. Donc, c'est notre représentante adjointe qui était là-bas. Et j'ai dit, est-ce que tu as eu le temps de regarder s'il y avait des toilettes pour les femmes? S'il y a un espace pour les crèches? Parce que si on veut, on sait que si on veut recruter un jeune cadre femme de Guinée, il y a de fortes chances que ce jeune cadre ait 2 enfants déjà. Et c'est l'une de mes recommandations que j'ai faites après ma session à la 69e session pour la construction des crèches auprès de nos services pour permettre aux femmes de travailler en plein temps. Voilà. Parce que quand elle doit penser aller chercher son enfant à l'école, elle doit aller au marché, faire ceci, faire cela, à qui confier son enfant? Et présentement, moi, dans mon service, il y a une dame nourrice qui vient avec sa fille au bureau. Et chaque matin, je viens pour taquiner sa fille. Je vois son engagement pour servir la nation, mais cet enfant est un obstacle pour elle. Je lui demande une fois, je dis, mais madame, pourquoi vous n'avez pas laissé ce bébé à la maison? Elle dit, je n'ai personne pour prendre ma fille. Là, j'étais gênée au fond de moi en tant que chef service genre équité et que je suis incapable de faire un plaidoyer auprès de mon ministre pour trouver un local pour ces femmes nourrices. Là, je m'en veux. Je me dis quelque part que j'ai failli à ma responsabilité en tant que chef service genre équité. Mais je sais que avec le ministre du budget qui est vraiment porteur de la masculinité positive, qui est un I for le chi, je sais que il va vraiment m'accompagner dans ce sens après la lecture du rapport. Cette recommandation, je sais qu'il le mettra à l'œuvre. On l'espère aussi. Inch'Allah. Et je sais qu'il le fera. Super. Alors, très rapidement, quel est votre dernier mot pour toutes les femmes, les jeunes filles, même les hommes qui vous écoutent aujourd'hui sur la sensibilisation autour de tout ce qui se passe dans notre société, malheureusement? Alors, premièrement, en fait, par rapport aux hommes, donc, je voudrais juste, en fait, qu'ils comprennent que ces hommes qui aujourd'hui défendent les bourreaux, qu'ils se rappellent que il y a des femmes dans leur vie. Ils ont des mères, ils ont des sœurs, ils ont des cousines, des enfants, ils ont aussi des filles, qu'ils ne voudront pas vraiment, en fait, que ces personnes-là soient sujets de violence. Et de la même manière, en fait, que tu voudrais sécuriser ta famille, c'est comme ça aussi, tu dois veiller à la sécurité des autres femmes. Pourquoi? Parce qu'il y a un proverbe qui dit chez nous que quand tu vois la maison de ton voisin brûler, aide-le à l'éteindre. Parce que tu ne sais pas, en fait, que si ce même feu ne va pas brûler ta propre maison. Et donc, aujourd'hui, nous sommes dans un pays où vraiment, en fait, si on se donne la main, les choses peuvent avancer. Et les hommes n'ont qu'à comprendre que nous, les femmes, nous avons besoin d'eux
tout comme eux, ils ont besoin de nous. Nous ne pouvons pas, en fait, faire tout ce que nous faisons sans leur accompagnement, sans leur assistance, sans leur soutien. Tout comme eux aussi, ils ne peuvent pas faire quelque chose et réussir sans que nous soyons là. Et que toutes ces femmes, en fait, qui m'écoutent, qui me suivent aujourd'hui, en fait, qu'elles comprennent qu'elles ne sont pas seules, que quand elles sont victimes de violences, aussi petite soit-elle, comme on aime le dire dans notre société, alors qu'il n'y a pas une petite violence, qu'elle soit psychologique, qu'elle soit physique, qu'elle soit, voilà, qu'elle soit, que ce soit du harcèlement ou quoi que ce soit, qu'elles sachent en fait qu'il y a des services dédiés à leur protection. Ça, c'est un. Deuxièmement, qu'il y a des acteurs de la société civile qui laisseront tout ce qu'ils font juste pour les accompagner. Et troisièmement, en fait, qu'elles sachent qu'elles ont des droits. Et donc, en fait, moi, j'encourage vraiment à toutes ces femmes aujourd'hui qui sont victimes de violences à dénoncer, parce que quand toi, la victime, tu dénonces, tu protèges d'autres femmes aussi. Tu les encourages également, en fait, à dénoncer, mais également, tu les aides vraiment, en fait, à avoir confiance en elles. Et aussi, de façon générale, à nos mamans, qu'elles comprennent, en fait, que si elles nous prêtent l'oreille, elles comprendront réellement ce que nous vivons. Parce que il n'y a pas une personne qui puisse vraiment réconforter son enfant plus qu'une mère. Et donc, à un moment donné, on peut dire qu'on a besoin de cette chaleur maternelle, de cette chaleur auprès de nous, pour qu'on puisse vraiment partager nos faiblesses. Et aussi que ces violences conjugales dont sont victimes la plupart des femmes, qu'elles sachent que c'est pas normal. Il n'y a aucun être humain sur cette terre qui mérite d'être battu à mort d'ailleurs. Et donc, en fait, cela veut dire que toutes ces violences dont elles sont victimes, il est temps, en fait, de dénoncer, et que si on ne dénonce pas, on est en train d'encourager une certaine forme, entre guillemets, de barbarie qui ne va pas vraiment, en fait, aider notre société à progresser. Et nul autre ne peut le faire sans nous. Voilà. Tout brièvement, un mot de la fin. Et je profite de votre micro pour faire un appel à ces hommes dont nous sommes une partie d'eux. J'ai besoin vraiment d'un accompagnement de la masculinité positive, comme les hommes l'ont toujours fait. Les hommes ont toujours accompagné les femmes. Moi, je me dis que les femmes, à notre tour, nous devons connaître nos droits et devoirs. Parce que quand tu faillis à ton devoir, ça t'expose quand même à une loi. Donc, je défends les deux, les hommes et les femmes. Les hommes, je lance un appel à eux pour nous accompagner, nous soutenir comme ils l'ont toujours fait, et que les services genre équité, c'est pas pour croiser le fer avec les hommes, mais c'est pour leur faire comprendre que nous avons nos droits, nous avons nos devoirs, et on réclame vraiment nos droits qui sont méprisés. Et je lance un appel à mes amis aussi, à mes sœurs, à mes cousines, à mes tantes, pour que nous nous impliquons pour la formation des femmes. Aujourd'hui, même si on a besoin de nommer les femmes, c'est minime de voir celles qui ont le niveau. Il faut qu'on s'y mette aussi à nous former, à nous auto-former. On n'a pas besoin de dire que oui, il faut que la famille nous accompagne. Nous-mêmes, on peut s'auto-former. Donc, c'est un appel que je peux lancer à tout le monde, et aussi à la juridiction, à la haute juridiction de ce pays, à monsieur le président Mamadi Doumbouya, qui a pris aujourd'hui la vision 2040 Simandou, qui a intégré à son axe 2 l'éducation, et à son axe 4, il a intégré l'économie, à son axe 4, ils ont intégré la santé et le bien-être. Donc, je pense que on le remercie pour tout accompagnement qu'il fait pour la promotion des femmes, et on le remercie beaucoup. Je remercie surtout le ministre du Budget, mon secrétaire général et ma brave dame, ma chef de cabinet, qui est là aussi. Voilà. Je vous remercie. Donc, et sans oublier les partenaires techniques et financiers, qui nous accompagnent. Qui nous accompagnent aussi. Un petit mot de la fin, Monsieur Francisco. Moi, je voudrais vous laisser avec 3 chiffres qui doivent nous interroger tous les matins. D'accord. On a estimé que il nous reste 286 ans si on continue à cette vitesse
pour atteindre la réalisation des droits des femmes et des filles. 286 ans. Ça sera fait presque où en ce 300 ans. Voilà, nous, on n'y sera plus, ou bien pour ceux qui croient à la réincarnation, on sera réincarné. Mais, donc, si on continue de cette allure, comme on dit, on est 300 ans loin de réaliser tout ce dont on a parlé ensemble ce matin. Cependant, il reste 140 ans. Ça, c'est un peu moins pour atteindre une représentation équitable des femmes dans les postes de pouvoir. Toujours si on continue à la même vitesse. Voilà. Donc, mais ce qu'il faut regarder pour nous qui sommes des êtres humains, donc nous avons une perspective de durée de vie relative, hein, c'est qu'il reste 47 ans pour atteindre la parité dans les parlements nationaux. Donc, je vous regarde, mesdames. Vous avez, étant donné que vous êtes encore jeune, sans doute au moins 47 ans devant vous. Donc, engagez-vous avec vos sœurs, avec vos collègues pour que la parité au Parlement guinéen entre hommes et femmes soit atteinte bien avant les 47 ans. Ici en Afrique, on a l'exemple du Rwanda qui a su et a pu atteindre la parité avec un fort engagement politique qu'on a ici en Guinée aussi, avec un discours public féministe qu'on a ici en Guinée aussi. Donc, pour faire en sorte que les 286 ans et les 140 ans deviennent des périodes plus courtes, il faut raccourcir les 47 ans pour avoir la parité dans le Parlement et dans les postes de prise de décision ici en Guinée. Merci beaucoup pour vos brillantes interventions. Franchement, c'était une émission digne du nom de taille avec mes invités. Franchement, on s'est régalé. Chers téléspectateurs, auditeurs et auditrices, c'était donc notre émission spéciale d'aujourd'hui hors pair. À nos invités, merci beaucoup à toutes les personnes qui nous ont écoutés, qui nous ont attendus via la radio. Rejoignez-nous sur toutes nos plateformes digitales. Pour demain, merci à vous qui nous avez suivis aussi. On se retrouve très vite dans un prochain numéro. À demain.